Alors cette société de l'Ancien Régime, elle n'est pas forcément aussi figée, aussi immobile qu'on le dit généralement, ou qu'un petit peu les préjugés nous laissent penser. Notamment, malgré tout ce que j'ai dit, la situation des paysans s'améliore un petit peu. Alors attention à la nuance, hein, c'est pas la grosse révolution pour eux, notamment en France, mais c'est moins catastrophique qu'au XVIIe siècle. Et j'ai résumé donc ces améliorations dans le schéma suivant. Globalement, le climat est plus favorable à l'agriculture et produit donc de meilleures récoltes. Il y a moins de grandes épidémies, moins de graves famines, notamment les grandes pestes. L'époque des grandes pestes est un petit peu terminée, ce sont des épidémies plus petites. La construction des routes royales permet d'approvisionner toutes les régions de France et donc éviter qu'une région soit dans la famine totale, si elle peut avoir le secours des provinces voisines. Il y a de nouveaux outils qui sont utilisés par les laboureurs, les paysans riches. Il y a aussi l'introduction de la pomme de terre qui se cultive beaucoup plus facilement, la pomme de terre, et qui est très nourrissante. Donc il y a quand même des petites améliorations côté des paysans. Ensuite, j'évoque en deuxième évolution importante l'ascension de la bourgeoisie quand vient à concurrencer la noblesse en fait, hein. Les bourgeois, souvenez-vous, ils font bien partie du tiers-état, hein, ce ne sont pas des nobles. Parce que justement, ils sont pas de bonne naissance. Alors c'est montré par ce tableau, hein, tableau qui date de 1726, qui nous décrit un riche marchand qui a été banquier, qui a fait fortune dans le commerce colonial avant d'être anobli, hein, qui a pu obtenir un titre de noblesse. Et donc ce tableau est la preuve de son ascension sociale. Et on voit que, comme les nobles, ils portent la perruque typique de l'époque, et il a de très 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 beaux vêtements. Remarquez les différentes teintes, les différentes couleurs, hein, qui vont du jaune clair au marron, marron clair, rouge, blanc, bleu, etc. Donc des vêtements, pardon, très colorés et avec plusieurs couches, plusieurs épaisseurs de vêtements, ce qui nous montre sa richesse, hein. D'accord. Et puis le doigt pointe vers les bateaux, ce qui nous montre le commerce colonial qui est à l'origine de sa fortune, hein. De même, le globe terrestre va aussi dans cette idée-là. Donc des bourgeois, des riches marchands, qu'on appelle aussi à l'époque des négociants, en viennent à s'enrichir tellement qu'ils peuvent acheter des titres de noblesse. Alors, soit ils achètent des titres de noblesse, soit ils les obtiennent en récompense, soit, troisième possibilité, ils les obtiennent par des mariages. Là, vous avez donc un tableau qui nous montre un mariage arrangé. Alors, c'est plus qu'arrangé, vu que vous voyez que les deux mariés, les deux futurs mariés, ne se regardent même pas, hein. Ils n'ont aucune attention l'un pour l'autre, hein. D'accord? Donc, à droite, vous avez le noble qui tient dans sa main un rouleau avec son arbre généalogique qui montre qu'il est issu d'une bonne naissance. Et puis donc à gauche, au milieu, pardon, plutôt, au milieu, en rouge, vous avez donc le bourgeois qui est en train d'examiner avec ses lunettes donc le contrat de mariage, hein, les différents dots qui sont en train de s'échanger, un peu comme s'il lisait un livre de comptes, hein, de la comptabilité. Il est un petit peu moins bien habillé que le noble à droite qui a des dorures. Et donc, vous voyez, à travers ce tableau, une bourgeoisie qui grimpe les échelons et qui par les mariages arrangés, peut accéder à la noblesse, et puis une bourgeoisie qui traite un peu d'égal à égal avec la noblesse. D'accord? Donc c'est la deuxième grande évolution du XVIIIe siècle, la bourgeoisie qui est en pleine ascension. Alors, autre évolution importante, le développement des salons, un petit peu dans le contexte du mouvement des Lumières qu'on a évoqué au chapitre précédent. Vous vous souvenez des philosophes des Lumières, hein, de Voltaire, de Diderot, de d'Alembert, de Montesquieu, de ces personnages-là. Et donc on voit apparaître dans les villes des salons qui sont des hauts lieux de rencontres et d'échanges de connaissances et de nouvelles. C'est l'exemple de celui de Madame de Tencin. Alors, à l'époque, les femmes sont malheureusement dominées, la société de l'époque est extrêmement sexiste, mais il y a quand même des femmes qui arrivent un petit peu à tirer leur épingle du jeu. Elles ne sont pas forcément une majorité, attention, mais certaines arrivent quand même à ne pas se laisser enfermer dans la place qu'on leur réserve traditionnellement.
Alors pareil, prenez une petite pause pour lire le texte. Je me permets d'enchaîner pour que ma vidéo dure pas 50 minutes non plus. Donc, de Madame de Tencin, de son salon, qu'est-ce qu'on dit de son salon? Que Madame de Tencin avait une véritable cour et une grosse cour. Donc, il y a un peu tout le monde qui vient à elle. C'est un lieu d'échange, un lieu de rencontre, hein, où les gens passent, repassent, arrivent et puis ils s'en vont, hein, d'accord? Et que son salon a été une véritable académie où tous les gens qui ont des connaissances, qui ont fait des découvertes, qui sont des scientifiques, tous ceux qui sont avides de connaissances, bah, se rencontrent en fait dans son salon. Et Madame de Tencin, en effet, va être en contact avec énormément de personnages importants de l'époque. C'est ce que montre ce schéma. Il y aura donc des philosophes, des historiens, des diplomates, des peintres, des scientifiques, des écrivains, Marivaux, que vous connaissez peut-être pour l'île aux esclaves, Montesquieu qu'on a cité pour son livre L'esprit des lois, euh, vous avez des historiens, tout ça. Donc, en fait, ces salons sont un petit peu comme des clubs dans lesquels les nobles et les gens riches, hein, l'élite, se rencontrent et on vient commenter à l'époque, alors les journaux qu'on peut appeler à l'époque s'appellent la Gazette, ou les derniers livres sortis, ou les personnages qui apportent des théories nouvelles, notamment tout ce qui concerne le mouvement des Lumières. Alors, je vous ai parlé de la société française, il faut parler de la société coloniale, dans les colonies donc du Royaume de France, notamment dans les Caraïbes, avec la question de la traite des esclaves. Donc on parle bien de la traite pour désigner un commerce qui est massif, qui est très violent, avec des esclaves traités comme des marchandises. Et ceux qu'en bénéficient d'abord, c'est en France même les ports de l'Atlantique. Exemple, le port de Bordeaux au XVIIIe siècle, qui est en plein essor, en plein développement. Donc à gauche, vous avez le quai avec les marchandises, vous voyez donc des animaux qui tirent les marchandises, vous voyez des tonneaux, vous voyez des caisses, des sacs, etc. qui s'empilent. Et puis là, on nous précise quand même que le quai est en cours d'aménagement, signe qu'il y a de plus en plus de marchandises qui sont débarquées sur ces fameux quais. D'accord? S'il est en extension, en développement, c'est que le commerce est lui aussi en plein essor. Donc voilà, vous avez des tonneaux, puis vous avez plein de navires hein, qui sont montrés au milieu de l'image, là dans la masse d'eau. Et ces navires arrivent de l'Atlantique, mais certains donc remontent donc la Garonne pour aller plus à l'intérieur du Midi Aquitain. D'accord? Donc un port dynamique, beaucoup d'import-export, beaucoup d'échanges, beaucoup de marchandises qui transitent, etc., etc. Alors les ports comme Bordeaux, mais on a aussi Nantes, on en a tout de Saint-Malo, on en a toute une série, se situent au niveau de ces routes de commerce. Vous reconnaîtrez donc là le fameux commerce triangulaire, où les marchands français partent en Afrique acheter des esclaves qu'ils échangent contre des armes, de l'alcool ou parfois de petites billes de verre qu'on appelle de la verroterie. Ensuite, ces esclaves, ils les vendent dans les Caraïbes où ils font un gros bénéfice. Dans les Caraïbes, cet argent, ils achètent avec du sucre, du café, du coton, etc., qui vont revendre en France. Donc en fait, vous voyez qu'ils font des bénéfices à différents niveaux, à différents endroits, ce qui rend ce commerce triangulaire vraiment très enrichissant, hein, très rentable. Et le XVIIIe siècle est une période malheureusement où la traite des esclaves a été intense. Vous voyez qu'à Saint-Domingue, donc à Haïti, on est passé de 100 000 esclaves en 1730 à 500 000 en 1790. Donc c'est vraiment une traite qui a été très 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 massive. Et encore une fois, je le répète, violente. Hein. Donc souvenez-vous que lorsqu'on parle de la traite des esclaves, hein, on évoque environ, alors les chiffres sont difficiles à établir, mais environ 9 millions d'esclaves qui auraient été déportés d'Afrique vers l'Amérique. Hein. C'est quand même 9 millions. Alors certains historiens vous diront plutôt 6 à 7, d'autres vous diront plutôt 10, parce que à l'époque c'est dur de faire une comptabilité exacte,
mais en tout cas on parle de millions d'esclaves déportés dans d'atroces conditions, le fouet, les privations, les humiliations, les viols, etc. etc. D'autant plus qu'une fois arrivés dans les Caraïbes, ces esclaves, ils sont pas franchement bien accueillis. Les conditions dans les plantations, conditions de vie, sont pas beaucoup meilleures que les conditions de navigation, hein, du transport maritime. Alors la société coloniale donc est basée notamment sur les plantations, surtout pendant les Caraïbes, dans les Caraïbes, pardon. On a là donc une plantation de canne à sucre, dont l'illustration est tirée de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Je vous ai pris quand même la version couleur, c'est un peu plus sympathique. Donc vous voyez en 1 la maison du maître, un peu comme une sorte de villa, de château qui trône au milieu du fief, même si c'est pas tout à fait des fiefs. On a, pour les nègres, on parle pas de maison, on parle de cases, ce qui nous montre quand même des bâtiments de dimension réduite. On a donc des pâturages et puis surtout des champs de canne à sucre et un moulin pour tout de suite utiliser les cannes à sucre, les broyer et puis en faire du sucre, d'accord? Donc là, vous avez donc des esclaves qui travaillent dans des conditions difficiles dans ces plantations. Alors déjà, c'est des très 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 longues journées sous un soleil, vu qu'on est dans un climat tropical, c'est harassant, ils sont fouettés, ils peuvent être enchaînés lorsqu'ils sont punis, ils peuvent être battus, la bastonnade notamment. Euh, les femmes sont malheureusement violées aussi très fréquemment par les propriétaires et les membres de la famille du propriétaire. Et je pourrais vous décrire des dizaines d'autres sévices, tortures, châtiments, etc. etc. À l'époque, un petit peu avant le XVIIIe siècle, en 1685, la monarchie essaie de réglementer cette traite des esclaves, mais en fait, ce code noir officialise le racisme, officialise l'exploitation et la domination des esclaves, vu que l'article 44 dit quand même que les esclaves déclareront les esclaves être meubles comme tels, se partager également entre co-héritiers, donc ils sont considérés comme des meubles, comme des marchandises qui se cèdent en héritage des parents vers les enfants. Seule petite nuance, d'après le code noir, les propriétaires d'esclaves doivent théoriquement bien entretenir les enfants et puis ont l'obligation de nourrir convenablement les esclaves. Mais c'est vraiment une toute petite nuance, le code noir reste quand même un acte négatif, si on considère la question de l'égalité des droits de l'homme, et il officialise, comme je vous le disais, la domination, l'exploitation des esclaves, il officialise le racisme. Donc la société coloniale comporte tout en bas, logiquement, les esclaves. Vous l'avez compris, qui ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres, ce sont des marchandises qui appartiennent à d'autres hommes, évidemment, des blancs. Mais là aussi, la société coloniale est plus complexe qu'on ne croit. Car il y a la question des affranchis, des noirs libres, de ceux qu'on appelle les mulâtres, donc qui sont plus des esclaves plutôt, qui sont des hommes libres. Il y a aussi des blancs au statut plus modeste, qui ne sont pas nobles, par exemple des blancs, des Français, donc qui ne sont pas nobles, donc qui vont peut-être pas forcément rouler sur l'or. Et puis vraiment tout en haut, vous avez donc là cette fois les nobles et les grands propriétaires terriens qui se comportent un peu comme des pachas dans leur plantation de canne à sucre, d'accord? Donc n'oubliez pas cet étage intermédiaire qui est quand même bien présent. Là aussi, les choses sont plus complexes qu'on ne croit ou qu'on ne le dit généralement. Ceci m'amène à la conclusion donc du chapitre. Donc loin des préjugés habituels, la société des trois ordres est évolutive et complexe, notamment dans les villes. Il n'y a pas une noblesse ou un tiers-état, mais des noblesses et des tiers-états. Il y a d'importantes subdivisions à l'intérieur de chaque ordre. La situation des paysans s'améliore un peu, mais pas assez rapidement. Ils sont encore trop lourdement taxés, d'où des révoltes antifiscales comme celle des va-nu-pieds de 1639. De nos jours, les impôts sont toujours une question sensible, suscitant des grèves, voire parfois des émeutes. Je fais référence donc à l'affaire des Gilets jaunes. Donc,
qu'on a connue il y a peu, hein, qui peut être assimilée à une révolte anti-fiscale. La question est plus complexe que ça, ne sont pas de raccourcis faciles, mais il peut avoir un rapprochement qui est fait. Eh ben, merci pour votre écoute, soyez bien sérieux et à bientôt.